Voilà, il est 14 heures, on va reprendre la session avec encore un peu d'hépato, si vous êtes toujours partant. On va parler d'hémochromatose avec Maëva Salimon, qui vient de Saint-Herblain, à côté de Nantes. À toi, Maëva. Merci de préciser pour la région nantaise. Donc, l'hémochromatose, sa prise en charge à la lumière des nouvelles recommandations européennes publiées l'an dernier, en 2022. C'est l'occasion de repréciser que la définition de l'hémochromatose, elle a aussi changé récemment, en 2021, avec cette définition de la Bioiron Society, qui définit l'hémochromatose comme une surcharge ferrique d'origine génétique qui est liée à un déficit en hepcidine, avec de loin la mutation à l'état homozygote C282Y, qui va concerner principalement la suite de mon topo, et des mutations beaucoup plus rares, dites non HFE. Dans l'ensemble de ces hémochromatoses, ça va induire une augmentation de l'absorption du fer alimentaire, mais également une augmentation de la sortie de fer intrasplénique avec une augmentation de la saturation de la transférine. Et toutes ces hémochromatoses vont avoir ce triptyque d'expression clinico-biologique qui vont associer une augmentation du CST, une surcharge hépatique en fer, sans surcharge splénique. Ça permet donc aussi de montrer que dans cette nouvelle classification, de préciser ce qui n'est pas une hémochromatose, et notamment les surcharges ferriques génétiques non hémochromatosiques, qui sont non liées à un déficit en hepcidine. Et c'est pour ça que la maladie de la ferroportine, principalement, elle est sortie de l'ancienne classification des hémochromatoses numériques. Et puis, j'en parlerai pas, mais il y a les surcharges ferriques secondaires, avec les principales causes métaboliques, hématologiques, iatrogènes et hépatiques. Les manifestations cliniques, c'est important de les rappeler. Premier point, c'est que c'est bien sûr longtemps asymptomatique. Et l'autre point, c'est que quand ça le devient, c'est tout à fait aspécifique. La plupart des patients vont se plaindre à plus de 80% des cas de la présence d'une asthénie. Ça peut aller jusqu'à la présence d'un syndrome dépressif un petit peu latent, des difficultés de concentration. Et ce qui va vraiment affecter la qualité de vie des patients hémochromatosiques, c'est l'atteinte rhumatologique chez plus de 85% des patients, que ça soit simplement des arthralgies ou des évolutions vraiment avec présence d'arthrite, une ostéoporose qui peut être fracturaire ou une chondrocalcinose. L'atteinte hépatique, celle qui va gréver le pronostic de nos patients, elle est quand même présente, mais quand même pas dans ces pourcentages, avec une atteinte jusqu'à la cirrhose et le risque inhérent de CHC, et puis d'autres symptômes très aspécifiques, méladodermie, chute de cheveux, l'atteinte cardiaque, qui va être surtout dans les formes d'hémochromatose juvénile et les formes très sévères, avec arythmie, insuffisance cardiaque, le diabète, quand il y a une atteinte de la glande pancréatique, et puis les manifestations gonadiques, impuissance, baisse de la libido, et chez les femmes, voire aménorrhée. Heureusement, l'expression phénotypique, elle n'est pas systématique. Avoir la mutation à l'état homozygote de C282Y, ça ne suffit pas à exprimer la maladie. La pénétrance, elle est variable selon l'âge et le sexe du patient. En gros, pour une prévalence de la mutation à l'état homozygote d'une personne sur 300, vous aurez une prévalence de l'expression biologique chez une personne sur 600, avec une prévalence clinique de 1 sur 1500. Avec un peu plus de chiffres, c'est que sur une cohorte de patients, tous homozygotes C282Y, vous allez bien sûr avoir une expression biologique avec une élévation du CST chez quasiment la totalité des patients. Mais en ce qui concerne une hyperferritinémie, on va être un petit peu au-dessus des 50% chez la femme et une grande majorité, quand même 88% des hommes. Mais la surcharge en fer, elle sera cliniquement significative. Vraiment, dans une plus petite partie de cette population, moins de 15% des femmes, 40% des hommes, avec une fibrose hépatique avancée chez moins de 10% des femmes et un quart des hommes. Ce qui va gréver le pronostic potentiellement vital de ces patients, qui ont quand même un risque de décès estimé à 1,2 par rapport à la population générale, et ça ressort que chez l'homme. C'est vraiment lié en fait à ce risque de fibrose avancée et le risque inhérent de survenue de carcinome hépatocellulaire estimé à x12, et ils font aussi un peu plus de cholangiocarcinome. Le diagnostic.
quand on a des manifestations cliniques ou quand on est dans un contexte d'antécédent familial, bilan d'hépatopathie et des fois même dans le check-up que le médecin généraliste peut faire, ça va passer par la réalisation des tests sériques, tout simplement, avec un dosage du coefficient de saturation de la transférine, une ferritinémie, et puis pour écarter des causes de surcharge secondaire et des causes hématologiques, toujours associées NFS et réticulocytes, c'est ce qui est recommandé. On va être amené à rechercher la mutation C282Y devant une hyperferritinémie définie à plus de 200 chez la femme, à plus de 300 chez l'homme ou la femme ménopausée, et un coefficient de saturation à plus de 45% chez la femme, avec un coefficient qui va être remonté jusqu'à 50% pour les hommes. Donc en fait, c'est assez simple. On recherche, on demande la mutation, elle revient positive à l'état homozygote. On a une hémochromatose HFE. Ce qui va être plus délicat, c'est quand on va avoir cette expression de perturbation du métabolisme du fer, pas de mutation C282Y. C'est là que ça va être important de parler en RCP spécialisé avec l'aide d'autres examens paracliniques sur lesquels je vais revenir, notamment l'IRM concentration fer, plus ou moins c'était d'une ponction biopsie hépatique, pour discuter là du séquençage des gènes de l'hémochromatose non HFE. Alors, il y a toute une partie dans les nouvelles recommandations autour de H63D. Alors, il faut savoir que ça n'a pas fait consensus avec les experts, mais qu'actuellement, il n'est pas recommandé de tester H63D. En fait, la prévalence qui est très élevée de cette mutation suggère vraiment un polymorphisme génétique bénin et que la situation d'hétérozygosie composite C282 H63D, elle semble insuffisante pour induire l'hémochromatose, puisque l'hémochromatose, c'est pas seulement la présence de mutations génétiques, c'est pas non plus seulement des perturbations biologiques, c'est aussi l'expression clinique. C'est reconnu que ça peut participer à une surcharge en fer, mais qui restera modérée. Les experts s'accordent à dire qu'avoir cette hétérozygosie composite peut clairement expliquer un CST qui va s'élever entre 50 et 65%, mais guère plus, et que la ferritinémie, elle sera peu élevée. Ils recommandent vraiment qu'en cas de présence d'H63D, c'est impératif de rechercher les autres facteurs qui peuvent participer à perturber les résultats du métabolisme du fer. Dépister un diabète, une stéatose hépatique, une condition d'obésité, une consommation d'alcool chronique. Et qu'en cas de surcharge réellement sévère en fer, qui est prouvée par exemple avec l'IRM concentration fer et de statut hétérozygote composite, il faudra rechercher les autres mutations du gène de l'hémochromatose non HFE, puisque la condition hétérozygote composite n'explique pas à elle seule une surcharge férique sévère. Alors on a tous des patients qui ont été antérieurement testés avec H63D, qui sont soit hétérozygotes composites, soit homozygotes H63D. Comment on les prend en charge maintenant? Les recommandations EASL 2022 précisent bien que c'est la présentation phénotypique qui va dicter la prise en charge. C'est toujours, voilà, je le répète, important d'évaluer et de prendre en charge les facteurs de risque supplémentaires. Et ils estiment que les saignées, elles sont possibles s'il y a une surcharge qui a été confirmée au diagnostic, soit par PBH, soit par IRM fer. Et on se rend compte, en fait, dans les différentes études, que dans les populations hémochromatosiques, saignées, c'est entre 14 et jusqu'à 30% en fait, de patients saignés qui sont hétérozygotes, bien que le bénéfice dans cette population soit vraiment incertain. Pour les examens paracliniques, quelle place de l'IRM fer? Une fois qu'on a le diagnostic de l'hémochromatose HFE homozygote C282Y, pour le diagnostic positif, ce n'est pas nécessaire. On passe par le CST, la ferritinémie élevée, on a la mutation à l'état homozygote, ça pose le diagnostic. Elle peut avoir un rôle utile pour évaluer le degré de surcharge au niveau hépatique qui sera corrélé à la sévérité de l'atteinte organique et qui peut même être aussi un petit peu prédictif de volume de saignée à la phase d'induction pour votre patient en début de prise en charge. Mais elle est surtout utile dans les autres cas. Quand il y a un réel doute diagnostique sur une hyperferritinémie, un CST élevé, est-ce que c'est vraiment le reflet d'une réelle surcharge en fer? Et dans les autres surcharges, parce que ça permet à la fois d'évaluer vraiment la sévérité de l'atteinte organique et d'évaluer la surcharge au niveau splénique qui peut aider pour l'orientation diagnostique. Il y a aussi un paragraphe sur l'évaluation de la fibrose par les tests non invasifs qui sont utilisés dans toutes les causes d'hépatopathie. Ça ne rate pas non plus pour l'hémochromatose. C'est bien stipulé que tous les patients
doivent bénéficier d'une évaluation par test non invasif au diagnostic. Et ce qui va être vraiment validé, ça sera l'élastométrie avec le seuil inférieur ou égal à 6,4 kPa pour exclure une fibrose avancée. Les recos EASL précisent qu'au-delà de 12-15 kPa, on va être dans une condition de fibrose avancée avec la zone grise entre. Ça, c'est des seuils qui ne sont pas du tout validés et qui sont appliqués à l'instar des autres hépatopathies. Les tests sanguins non invasifs ne sont pas validés spécifiquement dans l'hémochromatose et il n'y a pas de recommandation sur le rythme de surveillance de ces tests non invasifs en cas d'hémochromatose HFE. La place de la PBH, elle est de moins en moins pratiquée. Elle n'a aucun intérêt dans le diagnostic d'hémochromatose HFE. C'est vraiment pour le pronostic avec l'atteinte fibrose éventuelle sous-jacente. Donc, on va déjà être bien orienté par la réalisation de notre élasto. Et puis, je me permets de rappeler qu'il y a cette association de 4 marqueurs biologiques et cliniques qui a une très bonne valeur prédictive négative à 94% pour exclure une fibrose avancée. Si on a une ferritine à moins de 1000, pas de perturbation du bilan hépatique au diagnostic, pas d'hépatomégalie, pas de thrombopénie. Quelle est la place du dépistage échographique du CHC? Le rythme ne change pas, c'est un rythme semestriel comme dans toute hépatopathie avancée fibrosante. On peut aussi y associer le dosage de l'alpha-fétoprotéine, mais il n'est pas du tout systématique, heureusement, chez tous les patients atteints d'hémochromatose. C'est uniquement à partir du stade de F3 et bien sûr une recommandation forte pour les patients cirrhotiques. Et il est à maintenir tout au long du suivi du patient, même en cas de régression de la fibrose qu'on peut obtenir grâce au CENI. Il ne faut pas non plus oublier les autres complications. Alors, dans les recommandations ASL, c'est stipulé qu'il faut les dépister cliniquement. Ils ne mettent pas de seuil à partir de quand les chercher. Donc ça, on peut toujours utiliser quand même les RCO-HAS de 2005 et il y a aussi les recommandations de l'AFEF plus récentes de 2020. Globalement, c'est qu'à partir du stade 2, on va avoir l'expression biologique complète avec le CST et la ferritinémie au-dessus de la norme. Et puis, dès le stade clinique, on va dérouler le bilan des complications qui est assez facile. L'AFEF recommande de réaliser ce bilan à partir d'une ferritinémie à plus de 1000 ou un équivalent, une IRM concentration fer avec une concentration à plus de 150 micromoles par gramme. C'est une glycémie à jeun pour le dépistage de l'atteinte pancréatique, une testostéronémie chez l'homme. Il n'y a aucune précision sur un bilan hormonal chez la femme. Une évaluation cardiologique à partir du stade 3 avec au minimum ECG et ETT. Et une ostéodensitométrie, surtout en cas de cofacteurs de risque présents. Pour le traitement, il y a une petite place quand même pour les mesures hygiéno-diététiques. On va leur recommander, s'ils aiment ça, de favoriser la consommation de thé noir. Ça va diminuer l'absorption de fer au niveau digestif. Et puis, ils vont avoir quand même à éviter quelques consommations. Pas de cure de vitamine C, ça augmente l'absorption de fer au niveau digestif. On va limiter la consommation de viande rouge, éviter la consommation d'alcool. Et puis, il y a un petit point sur l'ingestion de fruits de mer et la baignade en cas de plaie. Pas facile, nous, de le recommander chez nos patients bretons. C'est lié à ce que les patients hémochromatosiques HFE ont une susceptibilité à faire des infections plus sévères en cas de bactériémie à Vibrio vulnificus, qui est un BGN de la flore marine, mais heureusement, c'est plutôt dans les mers chaudes. Donc, au final, les bretons, ça ne doit pas trop les concerner. C'est une bactérie, en fait, qui est sidérophile et qui va avoir une puissance, enfin une croissance bactérienne vraiment accélérée chez ces patients-là, mais le groupe d'experts s'accorde à dire que quand c'est contrôlé, il n'y a pas de raison que, en fait, ils y soient plus susceptibles. Et puis, le traitement, il repose toujours sur les saignées. Le principe, c'est de diminuer le contenu en fer qui est utilisé pour les rétropoïèses et ça a un but à un stade précoce d'empêcher la progression vers des atteintes organiques, et notamment la fibrose hépatique, et même à un stade de fibrose avancée au diagnostic, ça va limiter ce risque de progression. Ça peut même le faire régresser et diminuer le risque de carcinome hépatocellulaire. Il y a des données récentes d'analyse rétrospective rennaise qui montrent qu'il y a des réelles régressions. 2 temps distincts pour les saignées, l'induction des saignées hebdomadaires à bimensuelles avec un objectif de ferritinémie inférieur à 50 microgrammes par litre dans l'ERCO-ASL 2022. Pour cela, on fait des saignées d'un volume moyen de 400-450 millilitres selon la tolérance et le poids du patient. On s'accorde qu'on va viser à peu près 7 ml/kg sans dépasser le demi-litre à chaque saignée. En maintenance, on va espacer à la demande.
le rythme n'est pas du tout codifié et en gros, selon les patients, ça va être des saignées tous les 2 à 6 mois avec un objectif de ferritinémie un peu plus large, inférieur à 100 microgrammes par litre et une surveillance avec un contrôle de la ferritine et du CST semestriel. Alors, quelques points importants, là c'est plus spécifique de la prise en charge vraiment en France, c'est que les 5 premières saignées, elles doivent être réalisées sous surveillance médicale. Donc théoriquement, c'est qu'à partir de la 6e que les saignées peuvent être réalisées par un ou une IDE libérale en cabinet ou au domicile. Et en phase de maintenance, les saignées, elles peuvent être réalisées en EFS fixe pour être valorisées en dons saignés. Alors, je ne sais pas chez vous, selon les régions, mais nous, en région nantaise, c'est un peu dépendant de la volonté de qui prend l'appel à l'EFS, parce que tout le monde n'y arrive pas. La surveillance de l'hémoglobine avant chaque saignée, elle est obligatoire. L'hémoglobine inférieure à 12, ça doit faire diminuer la fréquence des saignées et discuter même de diminuer le volume des suivantes. Et quand on passe sous la barre des 11 grammes par décilitre, c'est un arrêt des saignées, un contrôle et une reprise avec un espacement des rythmes de saignée. 3 ordonnances. Je vous montre rapidement les ordonnances types. Le kit de saignée, on a juste à écrire kit de saignée, quantité suffisante pour X saignées ou pour 1 an, 6 mois. Mais en fait, quand on écrit kit, il y a quand même tout ça. Il y a 2 kits de saignée qui sont en fait vendus en pharmacie en France. La grosse différence, c'est soit un redon rigide, soit une poche souple 600 ml. Et c'est 10 €. Bien sûr pris en charge. L'ordonnance 2, c'est la prise de sang régulière par l'IDE. Il faut bien faire préciser dessus que vous voulez l'ANUM avant la saignée, avec, en précisant un petit peu les conduites à tenir. C'est pour favoriser l'éducation thérapeutique du patient qui sait s'il va déclencher ou pas sa saignée, ou celle de l'infirmière pour ne pas être appelé tout le temps. Et puis vous précisez dessus le contrôle de la ferritine, plus ou moins du CST quand on est en période de maintenance. Alors en induction, la ferritine, elle ne va pas se faire à chaque saignée. En gros, si on est sur un rythme hebdomadaire de saignée, vous pouvez très bien vous contenter d'une ferritine toutes les 4 saignées mensuelles, jusqu'à vous rapprocher, en tout cas d'être dans la norme à 200 microgrammes par litre, et puis de la rapprocher un petit peu pour mieux gérer votre arrivée vers l'objectif d'inférieur à 50 en faisant le contrôle toutes les 2 saignées. Et puis après, on est donc sur la surveillance semestrielle. Puis la dernière ordonnance, c'est vraiment la saignée à faire par l'IDE. Vous précisez bien la surveillance tensionnelle avant et après chaque déplétion pour s'assurer de la tolérance. Et puis la saignée à proprement dite, on précise le volume, le rythme et l'objectif. Quelques points importants, comme je vous ai dit, c'est que l'espacement des saignées pour la phase de maintenance n'est pas codifié. Puis il faut quand même penser, il y a certains patients qui vont avoir une très haute fréquence de saignées sur la phase d'induction. Ça va durer 1 an, des fois plus. On pense à leur contrôler la vitamine B9 et B12 et à suppléer le cas échéant. Et puis, quand vous avez fait, bien sûr, dès le diagnostic et la mise en place du traitement chez votre patient, c'est une maladie génétique. Donc, en parallèle, vous allez penser au dépistage familial qui va concerner les patients asymptomatiques. Pour l'ERCO EASL 2022, ils vont conseiller de faire le dépistage de la mutation chez tous les parents au premier degré. Moi, j'en avais un peu discuté sur ce qu'on faisait potentiellement chez les parents un petit peu plus âgés, à partir de 65 ans. En tout cas, dans les recos, pour les enfants mineurs, bien sûr, il n'y a pas de dépistage chez l'enfant et c'est reconnu comme étant co-efficace qu'à partir de 2 descendants, vous pouvez demander d'emblée la mutation chez le coparent biologique. Ça permet, en tout cas s'il est porteur d'aucun allèle C282Y, de rassurer aussi les parents tout de suite et pas de se dire qu'on se reposera la question 10 ans plus tard quand les enfants seront majeurs. Chez les enfants majeurs, la fratrie, jeunes parents, on va en fait d'emblée rechercher la mutation HFE et dosage ferritine et CST. Comme je vous ai dit, l'expression phénotypique, elle n'est pas systématique. Donc, si vous avez la mutation à l'état homozygote, vous n'avez pas de retentissement au niveau du métabolisme du fer, il va falloir savoir le répéter régulièrement parce que la pénétrance va augmenter avec l'âge. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une discussion sur les parents à partir de 65 ans où on peut peut-être ne pas rechercher d'emblée la mutation parce que on se dit que si à 65 ans, ils n'ont pas eu de retentissement biologique, pas d'élévation du CST ou pas d'élévation de la ferritine, il est peu probable que ça arrive sur la suite de leur vie.
Alors, quelques messages clés. Le diagnostic de l'hémochromatose HFE, vous le savez, c'est à évoquer devant l'association de l'hyperféritinémie et d'un CST. On va quand même conseiller, je ne voulais pas préciser, mais de confirmer sur un deuxième prélèvement ce CST élevé, car c'est fluctuant. Ne recherchez que la mutation C282Y en première intention. Que l'évaluation de la fibrose par test non invasif, notamment élastométrie, elle est indispensable pour statuer sur la présence d'une fibrose avancée. C'est ce qui va conditionner notre dépistage du carcinome hépatocellulaire. La PBH et l'IRM concentration fer, elles ne sont pas indispensables. Et le traitement, il repose, et il reposera encore un petit temps sur les saignées. Et je vous remercie de votre attention. Merci Maëva, c'était super clair. Peut-être que vous avez des questions. Sur la surveillance des gens qui ont un faible risque de fibrose, on les surveille on reste sur du semestriel, pour quelqu'un qui est bien contrôlé, jeune, qui a 25 ans. Ça marche ou pas ? De toute façon, moi, dans ma pratique, je réévalue quand même, mais parce que les médecins généralistes veulent plus les gérer eux-mêmes, mais théoriquement, en fait, si le diagnostic il est précoce, et c'est ça l'enjeu, et qu'il est très bien contrôlé, il n'y a pas d'indication à réévaluer ces tests non invasifs. Ils ne sont pas du tout censés installer de fibrose. Ils récupèrent de toute façon un pronostic qui est identique à un patient de même sexe, du même âge. Donc non, après, moi, je les revois annuellement ou tous les 2 ans, mais je ne les stresse pas à recontrôler quoi que ce soit sur leur risque de fibrose. Merci, c'était très clair, mais il y a quand même un cas clinique qu'on voit souvent. C'est le patient qui a une ferritine qui fluctue entre 700 et 1000, qui a un coefficient de saturation entre 45 et 60%. Et qui n'a pas l'expression de C282Y. Moi, j'avais l'habitude de faire de l'H63D, donc je mettais hétérozygosie composite. Je disais que ce n'était pas une hémochromatose dans mes lettres, très bien. Mais en fait, vous dites qu'il ne faut pas le faire, il faut plus le faire. Alors, le problème, c'est que ce patient-là, vous allez lui demander une IRM parce que vous n'avez pas tous les facteurs de risque. Donc, vous n'avez pas d'explication. Donc, le patient est souvent demandeur. Et donc, vous allez craquer pour faire l'IRM. Et l'IRM, elle va montrer que vous avez du fer dans le foie, qui est 2 ou 3 fois la concentration, ou 4 fois la concentration la normale. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai bien suivi votre arbre décisionnel. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça peut être une mutation à la ferroportine aussi. Donc, est-ce qu'il faut partir sur l'enquête génétique? Qu'est-ce qu'on va dire aux patients? Est-ce qu'on ne fait plus dans ce cas-là le H63D? C'est dans ce cas de figure que je trouve c'est le plus difficile et ça arrive. Oui, alors après, c'est que de faire le H63D et de mettre sur le compte de ça, on sait que le H63D, ça va avoir en fait, et la condition hétérozygote composite, ça va vraiment avoir un effet booster, mais en montant un petit peu ce CST, mais c'est pas lui qui va être responsable de la surcharge férique, même qu'on peut voir, ça va être vraiment de s'attacher à regarder les autres facteurs, parce que ce qui est montré dans la littérature, c'est que chez ces personnes-là, vous allez avoir quand même près de 60% de patients qui vont être diabétiques associés, qui vont avoir un syndrome métabolique, qu'il n'y aura pas du tout ce profil-là chez les HFE homozygotes. Donc, moi, je ne fais pas le H63D, parce qu'en plus, mes patients, sur des débuts, j'avais prescrit, et puis ils les payent de leur poche, ils font un peu la tronche. Et je retrouve quand même souvent des facteurs. Et si j'ai vraiment un gros doute, pour pratique, quand je n'ai pas expliqué une hyperféritinémie et qu'il y a plus de 1000, je vais aller à l'IRM fer. Et si j'ai vraiment une concentration hépatique en fer qui est significative avec un risque évolutif pathologique, je vais assez vite à la discussion en fait en RCP quand j'ai exclu 282Y homozygote et de discuter est-ce qu'il y a une place pour la recherche des autres gènes. Alors, chez les patients jeunes, vraiment jeunes qui sont à des valeurs à plus de 1000, j'en ai pas présenté plein, mais on fait le panel. On fait le panel des autres gènes. Alors, dernièrement, c'est pas revenu positif. Comment? Si.
Si. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils m'envoient, alors nous c'est Rennes, et ils m'envoient l'ordonnance avec tous les papiers de consentement. Et il peut aller, alors il y a une liste un peu de labos mais de villes où il fait juste son prélèvement sur tube DTA et puis ça part à Rennes, mais il n'y a pas besoin d'envoyer le patient. Mais bien sûr, c'est que c'est validé auprès d'eux pour pouvoir avoir cette ordonnance. Je vais faire juste une réponse complémentaire. En fait, ça c'est connu depuis, on avait fait des topos là-dessus, c'est connu depuis 10 ans. Et la mutation H63D n'est pas remboursée pour cette raison, c'est qu'elle n'a pas de valeur, et ça c'était déjà connu. Donc les recommandations ont entériné un fait déjà connu. Il y avait par une sorte d'inertie de mauvaise connaissance, comme ça se passe dans d'autres domaines, les gens qui concluaient toujours à cette hétérozygosie composite ou pas, mais qui n'a aucun rôle, ça on le savait. Elle a entièrement raison, souvent on trouve d'autres facteurs, disent métaboliques. C'est là où l'IRM peut avoir sa place, là où elle l'a dit. Faisons attention aux IRM. Parfois, ils marquent inférieur à 36 grammes par micromole par gramme de poids sec. Et parfois, le radiologue à 50, il va vous dire surcharge. Non, la méthode n'est fiable qu'à partir de 100. Je crois que ça n'a pas été remis en question. Donc, il ne faut pas, quelqu'un qui a 70, il n'a pas de surcharge en fer. Donc, quand on a ces considérations de 10 métabolies souvent fréquentes, et quand on a ces IRM en fer, on peut les rassurer. Ensuite, ce qu'elle dit, c'est exactement ça. Quand on est dans des échecs diagnostiques, parce que ça peut arriver, il faut passer par son centre de référence, soit le centre régional, soit le centre de Rennes. C'est très facile. Vous allez, il y a une page Internet qui vous demande de remplir un dossier. C'est fait en 10 minutes. Et quand vous n'avez pas les paramètres, vous les réunissez. Ils vous donnent un dossier. Ils vous créent un dossier du patient. Ils vous disent, ils le passent en RCP. Ils vous donnent leurs conclusions. Et s'il y a des mutations un peu annexes, les mutations les plus rares qui sont à faire, elles sont gratuites. Cette recherche est gratuite dans ce cas-là pour le patient. Mais finalement, rien de nouveau. Les recos n'ont fait qu'enfoncer un clou. Enfoncer un clou sur la pratique du diagnostic d'hémochromatose qui était déjà codifié de la même façon. Là où ça éclaircit les choses, c'est que ça enlève des flous diagnostiques. Avant, il y avait l'hémochromatose de type 2, 3, 4. La maladie à ferroportine, la forme A, ce n'est pas une maladie. Et des gens ont dû faire le système réticulo-endothélial dans la rate, dans les macrophages, mais ça n'entraîne jamais rien. Ça n'a de maladie que le nom. Donc finalement, les recos n'ont repris que des notions qui étaient connues en clinique. Brissot, ça fait 20 ans qu'il dit ça. Au moins, ça précise les choses et ça rassure les gens. Olivier ? Alors moi, c'était super présentation. Moi, je vais juste dire... Il y a les recommandations qui reposent sur la science et tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec H63D. Comme ça va permettre de discuter. Quand on a un déficit hétérozygote, enfin quand on est MZ, par exemple, sur l'alpha-antitrypsine, on a un risque augmenté de fibrose hépatique. D'accord ? Donc c'est un facteur en soi. Voilà. Ce n'est pas ça qui va donner une maladie, mais probablement que la personne qui boit ou qui a d'autres facteurs, qui est en surpoids, c'est un cofacteur. J'imagine, je n'ai pas encore la preuve, on sait que H63D, ça intervient avec le système ERAD et tout ça, et c'est un facteur de risque de progression pour les patients qui sont déficients en alpha-antitrypsine. Il y a une bonne association entre les patients qui sont déficitaires et qui ont cette mutation. Ils ont une propension à développer la maladie que d'autres n'ont pas. Il y a 15% qui va développer quand on est déficit ZZ. Et moi, mon sentiment, c'est que c'est un cofacteur potentiel et donc il y a des gens qui vont boire de l'alcool et qui vont jamais développer de maladie du foie, puis il y en a qui vont boire et puis qui auront peut-être ça. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de données, et je pense qu'il ne faut pas le faire. Néanmoins, il ne faut pas non plus jeter à la poubelle que H63D, parce que quand même la prévalence de ce truc-là, il y a souvent quand même, ils ont souvent des hyperferritinémies. Alors c'est pas forcément clinique et tout ça, mais n'empêche que je pense qu'il faut qu'on garde à ça. Il y a les facteurs de risque hépatique, il y a les facteurs de risque cardiovasculaire, le diabète, la tension et tout ça. Et un jour, on arrivera avec les facteurs de risque. Et peut-être que les hétérozygotes de la séroplasmine, qui sont 1 sur 90, ils auront peut-être un peu plus de risque de progression de la stéatose ou autre. Et donc, voilà. C'était un commentaire. Et juste la deuxième, j'avais une question. Tu disais les saignées, quand il y a une surcharge, on restait sur le seuil à 100, c'est ça, sur l'IRM ? Sur l'objectif en maintenance ? Non, sur la concentration. Tu disais qu'on les saigne quand il y avait une surcharge en fer sur l'IRM, quand on la faisait. À partir de quelle charge hépatique en fer sur l'IRM ? Mais chez les patients HFE... Ouais. Non, c'est 282Y, les homozygotes.
Enfin, une hémochromatose Ouais. qui a C282Y, tu fais une IRM, Ah bah, t'as pas de seuil d'IRM qui va déclencher ta saignée. Tu vas interpréter avec ton bilan biologique martial. Et dernière remarque après, une IRM hépatique, ça coûte 69 €. Oui. Une échographie abdominale, c'est 54 €. Et si vous n'avez pas d'accès, enfin s'il n'y a pas de problème d'accès, parce que je pense que c'est le principal problème, l'IRM hépatique métabolique qui va vous faire la dysmorphie, la surcharge en fer, la surcharge en graisse, à mon avis, c'est difficile de s'en passer, même si dans les recommandations, c'est marqué de ne pas faire. Mais bon. Une petite question qui n'est pas piège, mais c'est savoir. Ah, ça peut être Je- piège, non, je mais, dirais, je sais non, pas. non, je me suis toujours posé la question, cette histoire de 50 microgrammes par Oui. litre. Je n'ai jamais compris Pourquoi 50 et pas 100. Parce Eh que ben, restons ouais. dans des valeurs normales. Et pourquoi être vraiment à la valeur basse de la normale? Exactement. Bah, je me suis posé la même question. J'ai regardé. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a chaque société en plus savante de pays. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs au Royaume-Uni, en Allemagne, dans les pays nordiques. Ils vont tous, en fait... Alors, globalement, ils sont tous entre 50, 100. Il y en a qui vont avoir l'objectif du CST en plus. Alors, on n'a pas beaucoup de données non plus. Mais il y a un panel d'experts quand même qui s'accordent à dire que, en fait, d'être dans la norme, en moins de 200 et à moins de 200 chez les femmes, à moins de 300, il n'y a pas de raison qu'il y ait... voilà. Donc c'est vrai qu'on a tendance à être très drastique. Et moi, j'avoue que je fais pas trop... j'embête pas trop mes patients parce qu'ils sont à 150, 180. Voilà. Karine. Merci beaucoup Maëva pour ton topo très clair. Alors je reviens sur le point que Pierre a abordé parce que c'est quand même notre quotidien. Et ma question est, chez ceux qui n'ont pas la mutation C282Y, qui ont une hyperferritinémie, un coefficient de saturation augmenté, donc on fait une IRM, enfin moi je fais une IRM pour voir la quantification. À partir de quel seuil tu enclenches la recherche d'autres gènes en sachant... Alors s'il n'y a pas de cofacteur, je dirais ça me paraît assez facile d'enclencher le système, de rechercher les autres gènes. Oui. Mais il y a toujours un petit cofacteur quand même. Bah donc oui. c'est 100 ou c'est plus, tu vois? Moi, j'ai tendance à monter à 150, mais parce qu'on est quand même sur du plus ou moins 40. Ça a une bonne sensibilité, il y a une concentration fer, mais il y a quand même un petit delta sur l'estimation. Donc, après, dans les papiers, c'est aussi souvent 120. Voilà. Ok. Mais je m'arrête peut-être pas forcément au 100. 100, plus haut. 100, voilà. D'accord, je te remercie. Allez, une petite dernière question. Désolé. Pour répondre à la question là, qu'on pose, l'équipe de Rennes a publié un score justement pour la ferroportine, etc. Et en fonction de ton score, il faut ou pas faire la mutation, un certain nombre de points. Et comme tout, tu as des valeurs seuil. Effectivement, en dessous de 80, l'IRM est considéré comme normal. Et au-dessus de 160 de surcharge en fer, ça te rapporte 4 points. Enfin, voilà, la surcharge majeure, c'est 160. Et ça a une grosse valeur finalement dans le déclenchement ou pas des mutations. Donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, en tout cas, ils ont évalué ces différents seuils. Alors oui, moi je l'ai. Alors surtout que les patients jeunes, c'est hyper important pour eux parce qu'ils se rendent pas compte du risque pronostic évolutif. Donc j'en ai plein, ils se lancent dans le début de l'induction et puis ils en ont marre et ils le disent spontanément que si c'était pas acheté, que c'était valorisé, ça permettrait un petit peu de renforcer l'alliance thérapeutique. Mais ce qui se passe à l'EFS, moi pour y aller à titre perso donner mon sang, donc à chaque fois je demande aux médecins et j'ai pas les mêmes discours. J'ai des médecins qui me disent quand à l'évaluation clinique prédon, il n'y a aucun souci. Il y a en plus une ordonnance type où à chaque fois il faut préciser qu'il y a eu les 5 saignées antérieures, qu'on est en phase de maintenance, etc. Mais les patients, en fait, globalement, la moitié des patients qui sont en maintenance, ils arrivent à le faire à l'EFS fixe. Et puis j'ai une autre moitié où j'essaie d'instaurer et ils se font envoyer bouler dès l'appel au secrétariat où ils précisent leurs conditions d'hémochromatosique, soit quand ils arrivent où le médecin dit que c'est pas possible. Ouais. Ah non. Avec une surcharge en fer à l'IRM, est-ce que
Et pas de mutation génétique et de choses comme ça. Oh bah oui, bah enfin chez ces patients-là, les saignées, il n'y a pas de données sur le bénéfice clinique, mais voilà, ils peuvent très bien tolérer s'il n'y a pas de contre-indication à une saignée, enfin au sens don du sang ou de saignée thérapeutique, mais on fait via l'EFS ou un point de collecte. Oui, c'est bénéfique même pour la société. Hein, ils peuvent aller donner leur sang. Je vous propose qu'on s'arrête là pour l'hémochromatose. Merci beaucoup, Maëva.